Merci. Ok, c'est parti. Bonjour. Bonjour à Faut pas tous. que j'aille trop loin. Ouais. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce talk qu'on va vous présenter avec Marine. Aujourd'hui, on va vous parler avec Marine de la recette pour que vos équipes soient heureuses, et en particulier vos équipes produits, mais on prend un scope un petit peu large. Avant de commencer, on voulait remercier évidemment les sponsors, sans qui cette conf ne pourrait pas exister. Donc merci aux sponsors. On va se présenter rapidement. Moi, c'est Safia Zouaoui. Je suis Product Manager chez Zenica. Et moi, c'est Marine Marguerite et je suis Product Manager aussi chez Zenica. Alors, avant qu'on démarre, c'est histoire qu'on adapte un peu la conf, est-ce qu'il y a des personnes ici qui font partie de la team produit? Donc, qui sont PO, PM, etc. OK. Est-ce qu'on a des personnes qui sont dans la team plutôt tech, qui sont dev et... OK. Et est-ce qu'on a des DevOps? OK. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui sont ni produits ni tech, qui sont commerce, marketing? Non? OK, très bien. Parfait. Merci. Ça fait un petit peu le tour. Yeah. Autre question, parce qu'on aimerait vraiment mieux vous connaître. Est-ce que parmi vous, il y en a certains qui travaillent dans des startups? Ok. Dans des grands groupes? Majoritairement. Et les autres, peut-être ESN, je ne sais pas. Ouais. Ouais. Ouais, ok. OK. Ok, très bien. Ok. Maintenant qu'on vous connaît mieux, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, Marine, n'est-ce pas? Exactement. Alors, avant qu'on démarre, vu qu'on va parler d'équipe produit heureuse, on voulait faire juste un petit step back pour se rappeler un peu ce que c'est les équipes produits, ce que c'est la culture produit vs la culture projet. D'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment un VS? On va voir ça. Alors, rapidement, parce que normalement, je pense que c'est un terme familier avec tout le monde. Donc, le projet, ça va être quelque chose qui va être un peu plus borné. On se parle de quelque chose qui a un début, qui a une fin, qui est timeboxé. Donc, on a des étapes à respecter. Et le plus important, c'est que le critère du succès du projet, c'est que si on a bien réussi à aller du début à la fin. Est-ce qu'on a répondu à quelque chose? Est-ce que ça va être utile? C'est pas vraiment ça qui est important, c'est qu'on a réussi à tenir le budget et la deadline. Contrairement aux produits, où on peut être un peu plus large, on peut dire, parce que là, on ne va pas s'adresser à une deadline, ça peut arriver, mais on va plutôt s'adresser à un besoin utilisateur. L'objectif, c'est de satisfaire soit un besoin, soit de répondre à un problème. Donc, en général, on a un début, on a très peu souvent des fins. Ça arrive quand on se dit, là, finalement, on ne satisfait plus aucun besoin. On va être là aussi sur quelque chose qui est un peu plus itératif, là où un projet, on sait où on part, on sait où on veut arriver. Forcément, un produit, à chaque étape, on peut passer d'un élément à un autre. Donc, on ne sait pas forcément où on va. Tout ce qu'on sait, c'est que tant qu'on répond à une problématique, on est dans la bonne direction. Et en termes d'impact, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de vérifier que justement, on a répondu à un besoin. Finalement, qu'on fasse ce qu'on avait prévu de faire au début, c'est pas grave, parce qu'au cours de nos réflexions et de notre apprentissage, on va se rendre compte qu'on peut diverger, aller dans d'autres choses, mais finalement, tant que la problématique elle est répondue, c'est ça le plus important. Peut-être ce qui est important de noter, c'est qu'on a mis un petit VS. En général, dans les organisations, que ce soit des startups ou des grands groupes, vous allez souvent trouver les deux. C'est-à-dire que vous allez avoir des équipes produits, et elles vont s'occuper d'améliorer un produit, mais vous allez aussi trouver des projets. Ça arrive très régulièrement que, il y a une nouvelle loi qui vient de passer, il y a du GDPR qui arrive qu'il faut implémenter, il y a une campagne marketing, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent, et elles sont timeboxées pour lesquelles on a un budget. Donc, vous pouvez très bien être amené à faire du projet dans une organisation produit. C'est pas du tout déconnant. Ça dépend justement de ce qui arrive et de la meilleure manière de répondre à l'objectif qui est fixé. Une culture produit, du coup, ça veut dire quoi? En gros, on va essayer de valider par la preuve. Donc, on va s'appuyer sur
des éléments concrets. On essaye de mettre de côté « je pense qu'il faudrait faire ci »,« j'imagine qu'il faudrait faire ça ». Là, on va plutôt se baser sur des tests. On va aller faire des tests utilisateurs, des interviews. On va se baser sur des données quantitatives, qualitatives, et on va valider que ce sur quoi on avance, c'est la bonne chose. On veut le faire forcément le plus rapidement possible. Donc, c'est pour ça qu'on fait plein de petites boucles. On ne rentre pas dans des cycles d'1 an et demi, parce qu'en 1 an et demi, le marché peut complètement changer. Et donc, vous pouvez avoir plein de personnes qui sortent quelque chose entre-temps et qui vous prennent votre idée. Et enfin, on valide par la preuve le plus rapidement possible qu'on avance dans la bonne direction. Donc, qu'on répond bien à un besoin qui existe. On évite au maximum l'effet « j'ai une idée, on y va ». Et finalement, c'était une super idée, mais personne n'en a besoin aujourd'hui. Et vous avez passé du temps et de l'argent sur quelque chose qui ne sert ni à vos utilisateurs, ni à votre entreprise. C'est un peu ça la culture produit, si on récapitule en gros. Alors, maintenant, vous avez posé la question. Oui, ok, c'est cool, mais comment je fais? Comment j'avance? Quel est mon guide? Dans quelle direction je vais? Et donc ça, c'est une question qu'il faut se poser. La réponse n'est pas si facile que ça. Mais ce qui peut vous aider à répondre à cette question, c'est la vision produit. Définir une vision. Alors déjà, la vision, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une déclaration qui est claire et inspirante. Vous allez voir, on va rentrer dans le détail. Qui décrit l'objectif ultime du produit. D'accord? Pourquoi, en fait, c'est vraiment la question, pourquoi vous faites votre produit. Et la valeur qu'il apporte aux utilisateurs à long terme. Donc là, on est la vision, on ne parle pas de court terme, on parle vraiment l'essence même, en fait, de votre produit. Pourquoi vous le faites, à qui il est destiné et quelle valeur, en fait, finalement, ça va apporter à vos utilisateurs. Donc là, on est vraiment sur ce qui va définir et catégoriser vraiment votre produit. Alors, la vision, ce n'est pas une mission. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de missions. Donc, ils sont des choses assez concrètes. Donc, par exemple, pour Airbnb, une mission, ça va être de louer des appartements. D'accord? Simple. Pour Decathlon, vendre des équipements. Quelque chose de concret, on est dans l'action. Donc, à votre avis, hop, je ne vais pas dans le bon sens. À votre avis, la vision pour Airbnb, ça pourrait être quoi? Une vision long terme qui apporte de la valeur aux utilisateurs? Pardon? Faciliter la mise en relation. On est à peu près, voilà, faire en sorte que nos clients se sentent comme chez eux partout dans le monde, mais c'est aussi faciliter, ça aurait pu être exprimé comme ça, faciliter la relation entre les personnes, la mise en relation. Donc là, vous voyez que c'est très différent. Louer des appartements qui est une mission et faire en sorte que les clients se sentent comme chez eux partout dans le monde en se mettant justement en relation avec d'autres personnes. On est sur l'essence même, en fait, finalement, du produit qu'on est en train de créer. Autre exemple pour Decathlon, la vision, ça va être rendre le sport accessible au plus grand nombre via, évidemment, la vente d'équipements, etc. Mais vous voyez un petit peu la différence qu'on fait entre les deux. On n'est pas sur de l'acte, de l'action. On est vraiment sur quelque chose qu'on veut apporter finalement à nos utilisateurs. Avec qui on fait tout ça, Marine? Je te pose la question. Très bonne question. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'au sein des équipes produits, il y avait quand même beaucoup de monde. Autant il y avait des personnes que vous connaissez très bien, les développeurs, back, front, etc. Mais il y avait aussi beaucoup de personnes produits. Et là, ça devient un peu plus compliqué. On va retrouver par exemple des product designers. On va retrouver des product owners. On va retrouver des product managers. Et on va retrouver énormément de personnes que vous pouvez côtoyer en fonction de toutes vos entreprises. Et là, vous vous dites, OK, ça fait beaucoup de monde. Moi, quand j'arrive dans une entreprise, qui fait quoi? Comment on fait justement pour avoir la meilleure équipe possible? Tout à fait. Eh bien, on va voir avec vous comment on peut essayer déjà de mettre le doigt sur
quelques grands postes pour après vous aider à voir comment constituer la meilleure équipe. Premier poste. Oui, alors je voulais juste revenir sur quelque chose parce que j'ai oublié de dire quelque chose de très important juste avant. Pardon, excusez-moi. Sur la vision, oui, en fait, la vision, elle permet d'aligner votre équipe avec vos utilisateurs, vos commanditaires, etc. Donc voilà pourquoi on parlait de la vision. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, aligner les équipes avec vos utilisateurs et avec vos commanditaires et le business. Voilà, il faut une équipe pour faire ça. Et donc, dans l'équipe, un product manager, selon vous, qu'est-ce qu'il fait? Ce serait quoi ces tâches du quotidien? C'est pas une question piège. Faire en sorte que les devs ont la vision du produit, tout à fait. Ouais, partager la vision, faire en sorte qu'elle soit communiquée. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Est-ce que Qu'est-ce que tu dis? Décliner cette vision sur un produit? Ok, donc mettre en place des hypothèses. Ok, donc garant de la vision des utilisateurs et d'aller capter toute la partie discovery, en fait, c'est ça? Ok, ok, très bien. Très bien. Bon, on a déjà plein d'éléments de réponse, hein. Donc, effectivement, il y a toute la partie participer à la discovery, la mettre en place, capter les besoins d'utilisateurs, partager la vision, faire en sorte qu'elle soit partagée par tout le monde pour aligner les équipes, créer la roadmap, la faire vivre. On a quoi d'autre? On a mettre en place toute la stratégie, les OKR, évidemment, avoir des mesures pour être dans un processus d'amélioration continue. Faire le lien avec les parties prenantes, donc il faut quand même être un bon communicant, hein, tout à fait. Assurer la viabilité du produit. Donc il y a aussi, quand on parle viabilité, la partie technique, donc faire en sorte que avec les équipes tech, ce soit fluide et que du coup les ambitions du produit, elles soient aussi alignées avec le fait que ce soit faisable. Voilà. Les qualités, ça va être de la stratégie, de l'empathie, de l'esprit d'entreprise, de la pluridisciplinarité, prendre des décisions. Voilà. Maintenant, autre poste. Selon vous, que fait un PO, du coup? Un product owner? Ouais. Il va faire la relation entre le produit et la partie technique. C'est la relation entre le produit et la partie technique. Ok. Vous voyez d'autres choses? Il organise le backlog et les tâches à distribuer. Aligné à la vision produit. Ok. Est-ce que vous voyez d'autres choses encore? J'ai entendu lié à Scrum, du coup? Non, pour moi, c'est un rôle. Ok. J'en connais un qui a peut-être déjà vu la slide qui arrive. Ok. Effectivement. Le product owner, c'est un rôle au sein de Scrum. Ça va être quelqu'un qui va plutôt s'occuper, du coup, de toute la partie un peu plus opérationnelle. Il est un peu plus orienté delivery. Donc, il y a une partie, effectivement, de tout ce qui est gestion du backlog, gestion des éléments à réaliser de la partie écriture, par exemple, des US. Il est au quotidien avec les équipes techniques. Et au niveau soft skills, on va retrouver des éléments un peu similaires au product manager. Donc, toujours esprit critique, il a besoin d'être bien organisé, il faut un esprit d'équipe. Il va falloir aussi qu'il soit orienté problème, parce qu'en général, l'équipe oriente forcément les US sur la résolution du problème. Vous voyez que c'est quand même assez similaire au product manager, mais dans une mesure un peu différente. Autre poste produit. Le product designer. Est-ce qu'il y en a dans la salle? On n'a pas posé la question.
Non. Qu'est-ce qu'ils font, nos product designers, selon vous? Ils définissent le produit, son identité visuelle, Mhm. l'expérience utilisateur. Ouais. Ok, on a déjà pas mal de choses. Alors effectivement, le product designer, c'est ce qu'on peut aussi appeler un UX UI, on peut appeler un UX, on peut appeler un UI, on peut... Tellement de noms. Donc, pour certains, si on prend le rôle de manière très très large, son rôle, c'est de mettre en place la discovery, d'aller capter le besoin des utilisateurs, de le remonter, de le partager à l'équipe. Ça va être de définir l'identité visuelle, comme tu l'as bien dit, de faire en sorte de mettre des guidelines justement sur toute la partie visuelle. Ça va être faire du prototype pour aller faire des tests avec des utilisateurs. Donc, il est à la fois en lien vraiment avec les utilisateurs pour capter, s'assurer qu'on est vraiment sur l'utilisabilité, d'accord? Et à la fois, il y a la partie plutôt design, esthétique, sur toute la partie voilà, purement composants, visuels, etc. Il y a un élément qui est assez important, c'est que ce rôle-là, c'est un rôle qui doit être assez proche des développeurs et assez proche des PO et des PM. Et il est un petit peu la jonction finalement entre les deux. Il va transformer en visuel et en quelque chose de visuel pour les développeurs, quelque chose qui est exprimé plutôt avec des mots par les PO et les PM. Donc voilà. Donc il faut quand même avoir une bonne capacité d'analyse, de synthèse, etc. pour ce type de poste, être créatif évidemment, et puis toujours essayer d'avoir un coup d'avance en se disant ok bah, ça plaît pas ou c'est trop complexe techniquement, je vais faire mes maquettes autrement, etc. Donc voilà, il faut aussi cette souplesse-là. Dernier poste qu'on voulait voir avec vous, parce que c'est un nouveau poste, en tout cas qui a émergé il y a quelques années, c'est le Product Marketing Manager. À votre avis, que peut faire cette personne? Gérer la vente du produit. Ouais. Donner envie à l'utilisateur d'acheter le produit ou d'utiliser le produit, ça marche. Créer des nouveaux besoins, ouais. Collatéraux pour les ventes. Définir le pricing, ouais. On est pas mal, on est pas mal. Effectivement, le Product Marketing Manager, c'est vraiment lui qui va piloter du coup toute cette partie un peu marketing, ce qu'on appelle le go-to-market. Définir le bon moment de lancer le bon produit en fonction du contexte du marché. Donc, il va mener des études concurrentielles, il va voir justement en fonction de ce qu'il y a déjà sur le marché, ce qu'on pourrait faire de différenciant. C'est aussi lui qui va mettre en place, par exemple, tout le discours pour s'adresser aux utilisateurs finaux, donc tout ce qui va être storytelling. Ça va être lui qui va s'occuper de ce qu'on appelle les buyers persona. Donc, ça va être justement quelles sont les personnes qui vont acheter le produit. Il y a beaucoup de produits qui sont gratuits, il y a beaucoup de produits qui sont payants, utilisés directement par les utilisateurs, mais il y a aussi des produits payants qui sont, on va dire, achetés par des personnes, mais utilisés par d'autres. Par exemple, on pense à des outils pour enfants. Quand vous achetez un jouet pour enfants, c'est pas vous, acheteur, qui utilisez l'objet. Ça va être votre enfant. Ou par exemple, pour tout ce qui va être ERP, outils de paye, ou outils de, par exemple, gestion de notes de frais, vous êtes les utilisateurs, mais ça va plutôt être vos services RH qui vont acheter, payer les licences pour cet outil-là. Donc, on peut avoir aussi cet effet où on a plusieurs personnes qui vont être en contact avec le produit, mais ça ne va pas forcément être les mêmes personnes qui vont l'utiliser, qui vont l'acheter. Et donc là aussi, on retrouve du coup en qualité tout ce qui va être de la créativité, de la sensibilité au business, parce que comme on se parle d'achat, on se parle forcément de parler aux utilisateurs différemment que ceux qui vont l'utiliser. Tout ce qui est une capacité de recherche et d'analyse, savoir si le produit performe bien, si les ventes augmentent, si elles baissent, pourquoi elles augmentent, pourquoi elles baissent, qu'est-ce qui se passe autour. Et aussi tout ce qui va être organisation du temps, comme un PO, un PM, un développeur, etc.
Il y a toujours des deadlines, il y a toujours des moments où c'est plus propice de lancer telle ou telle chose. Donc forcément, si on n'a pas cette notion-là, on ne peut pas rentrer dans une étude concurrentielle d'1 an et demi. Parce que, comme on l'a dit, en 1 an et demi, le marché peut complètement changer. On a fait le tour des 4 rôles les plus, peut-être les plus flous qu'il peut avoir. Ce qu'on aimerait faire, avant de continuer, c'est vous faire un petit quiz. On aimerait voir avec vous si vous allez être capable de repérer quelles sont les personnes associées aux descriptions. C'est facile, je vous le dis tout de suite. Premier, mince, encore J'ai de dans l'autre retour. sens, décidément. Récolter les besoins et les irritants des utilisateurs, concevoir des interfaces. Product designer, bravo. Trop facile. Je vous ai dit, c'est facile. C'est un rôle au sein de Scrum. Et ok. Identifie des propositions de valeur, lancement sur le marché. Product marketing, bravo. Et enfin, il intervient, peu importe la méthodologie Il en organisationnelle, reste qu'un. le PM, évidemment. Top! Et là, vous vous dites, mais c'est hyper clair, c'est super facile. Maintenant, je sais comment constituer la meilleure équipe. Eh ben non, sinon on ne serait pas là, évidemment. On en a un tout petit peu parlé avant. Ce qui se passe, c'est que entre nous, la définition qu'on vous a donnée et ce que vous allez réellement trouver au sein de vos entreprises et sur le marché, en fait, vous allez avoir des intitulés de postes qui vont pouvoir être très différents. Là, par exemple, on a un product designer, mais dans vos entreprises, cette personne-là va peut-être s'appeler un UX UI designer, ça va peut-être s'appeler un experience manager, ça va peut-être s'appeler un UX researcher. Pareil pour tout ce qui est product manager ou product owner. Dans certaines de vos entreprises, ça va s'appeler un growth PM, un first PM, un technical PM. Voilà. Et encore, on a fait simple. On a filtré sur ce qu'on trouvait le plus. Et la complexité vient un peu de là. C'est qu'en fait, en fonction de vos entreprises, vous allez avoir des rôles qui sont différents. Ou des intitulés de postes différents pour finalement le même job. Prenons par exemple 2 fiches de poste. Là, vous en avez une, qu'on a anonymisée évidemment. Vous en avez une pour un product owner et pour un product manager. On regarde très rapidement. Par exemple, on prend la première phrase, maturer les sujets en phase amont avec les acteurs business et métiers. À votre avis, est-ce qu'un product manager peut faire ça? Le product owner fait ça. À votre avis, est-ce que dans la fiche de poste du product manager, on peut retrouver quelque chose dans ce style-là? Tout à fait. Et si on prend tout le reste de la fiche de poste, vous allez voir qu'il y a énormément de similitudes. En fait, la quasi-totalité d'un poste de product owner dans une entreprise peut être un product manager dans une autre. C'est ce qui va aussi amener de la confusion, c'est que vous allez vous dire, bah tiens, je vais travailler avec une autre personne, et en fait, potentiellement, cette autre personne-là, elle fait exactement la même chose. À l'inverse, reprenons le cas des fiches de poste. Là, on vous a mis 3 fiches de poste pour 3 postes différents. Un product designer, un product manager et un product marketing manager. Vu les définitions d'avant, vous vous dites, bon voilà, aucune similitude, ils font des choses complètement différentes. Facile. Vous vous doutez bien que ce serait trop facile. Là aussi, on va retrouver la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, là, si on prend la discovery, on va voir que chacune de ces personnes-là vont intervenir sur le périmètre. Mais elles vont intervenir sur des phases différentes. Par exemple, le product designer va pouvoir faire des interviews avec les utilisateurs, là où le product marketing manager va plutôt aller faire de l'étude concurrentielle, étudier le marché, là où le product manager va plutôt regarder en termes de business si ce serait intéressant, ou faire le lien entre les deux, ou faire le lien avec les équipes techniques. Voilà. Mais ces 3 personnes-là vont être complémentaires sur cette phase de discovery. Tout comme on retrouve la même chose sur la phase de delivery, ou tout ce qui va être partie communication, marketing. En fait, ces 3 rôles-là sont complémentaires. Vous pouvez retrouver les 3 au sein d'une équipe. Et là, vous vous dites, qu'est-ce qu'on fait?
ou vous pouvez avoir qu'une personne dans votre équipe qui fait ça. Et dans ce cas-là, potentiellement, cette personne-là, elle a les 3 casquettes, même si dans son intitulé de poste, il n'y a que product designer ou product manager. Ça va dépendre des organisations. Il restait une case. Mais... Effectivement. Donc, vous voyez que c'est pas si simple, en fait, de rentrer dans des cases, parce qu'il y a plein de paramètres, en fait, qui vont venir faire en sorte que vous pouvez pas rentrer dans ces cases-là. D'accord? Et même, on le voit sur les offres, les entreprises, elles vont chercher quelque chose qui est spécifique à leurs besoins. Et donc, il faut rester, et elles restent quand même à l'écoute de leurs besoins. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de comment constituer, finalement, la meilleure équipe. Sachant que constituer la meilleure équipe, c'est bien, mais on va vous donner 2 grands points, facteurs importants à prendre en compte pour constituer votre meilleure équipe sur la partie produit. Le premier facteur, c'est la compétence des individus. Quand vous allez recruter quelqu'un, vous recrutez une personne avec ses compétences propres. C'est difficile de trouver 2 personnes qui ont exactement, trait pour trait, les mêmes compétences. On n'est pas des robots, en fait. D'accord? Donc, la compétence des individus, elle va influencer finalement sur la répartition des responsabilités. Et je parle bien de responsabilité. Qui est responsable de quoi dans l'équipe? Et ça, le définir, c'est super important pour que votre équipe soit constituée de la meilleure manière pour faire avancer votre produit. Le deuxième point, un point important, ça va être aussi de regarder la structure de votre organisation. D'accord? Donc, la structure de votre organisation, pourquoi c'est un point important? Puisque dans une start-up, vous allez devoir avoir des gens qui vont avoir de multiples compétences. D'accord? Donc, par exemple, le PM qui va aussi avoir le rôle de PO, voire le rôle de product designer. D'accord? Parce que voilà, c'est des plus petites équipes, le scope est aussi peut-être moins important, il y a moins de dépendance avec d'autres équipes, etc. Et puis pour une question de budget aussi, hein, parfois, il ne faut pas l'oublier. Et dans les grands groupes, on va avoir des répartitions finalement de rôles qui sont beaucoup plus segmentées. Donc on a une fiche de poste très détaillée pour un poste de product manager, un rôle très détaillé pour le poste de product owner, etc. C'est une organisation qui a été mise en place pour donner un cadre finalement dans l'organisation. Et pour que le cadre se maintienne, il faut quand même mettre certaines règles. Donc voilà. Mais conseil quand même de se dire, si on peut tordre un petit peu tout ça, allez-y. Le mieux, c'est de combiner les deux. Donc, se dire, OK, je suis un petit peu le cadre de mon organisation, je suis un petit peu comment est organisée mon entreprise, mais à la fois, si j'ai une personne qui est plus compétente sur un sujet par exemple, si le PM a fait beaucoup de discovery et que le product designer il est plutôt orienté UI, donc sur le design, c'est pas grave. Le PM peut prendre en charge toute la partie discovery. Donc trouver l'équilibre dans l'équipe, en fait, ça va être ce qui est le plus important à prendre en compte. Il n'y a pas de règle. En gros, là, tout ce qu'on vous a dit depuis le début, c'est des grands principes, mais finalement, ces 2 éléments-là sont quand même des éléments importants à prendre en compte. Alors, l'important, c'est pas d'avoir tous les profils, comme je viens de le dire, mais c'est que chacun connaisse son rôle et sa responsabilité. Le fait de partager, ce que moi je fais dans l'équipe, à tout le reste de l'équipe, leur dire si tu as un problème là-dessus, c'est moi que tu dois venir voir. Mon rôle, c'est ça. Même par rapport aux membres de l'équipe, par exemple, moi, en tant qu'individu dans une équipe, savoir quel est mon rôle et ma responsabilité, ça va m'aider à apporter moins de confusion dans mes échanges avec les autres, en fait. Voilà. Et donc, avoir une vision commune et partagée. Donc, on en revient à la vision du démarrage. Ça permet à chacun de se dire, OK, nous, on va tous là. Je sais, moi, en tant que personne, ce que je vais apporter, en fait, dans cette équipe.
quelle pierre à l'édifice je vais mettre. Et je sais ce que Marine, en tant qu'individu, elle va apporter dans l'équipe. Et nos rôles et nos responsabilités sont bien définis pour aller tous ensemble vers cette vision qui est partagée. On sait où on va en fait. Et le fait de savoir où on va, c'est un élément super déterminant. Tout à fait. Et pour ça, comment on fait pour s'aligner? Parce que c'est bien beau tout ça, mais si on n'est pas d'accord, comment ça se passe? Alors, déjà, ça fonctionne grâce à une bonne communication au sein de l'équipe, à de la transparence et aussi à des outils. Pourquoi? Ça nous permet, comme l'a dit Safia, de garder notre cap commun. On sait tous où on va. Même si ça nous arrive de changer de responsabilité parce que il y a telle nouvelle personne qui arrive, qui a telle expérience, ou j'ai pas forcément beaucoup d'affinité avec tel domaine ou autre, on change. OK, pas de problème. Au contraire, si on veut que ça fonctionne, les personnes changent. Donc c'est normal aussi que nos rôles et responsabilités dans l'équipe changent. Pour ça, on va vous proposer 3 outils qu'on a sélectionnés, qui marchent bien, qu'on a utilisés et qui font que ça nous permet de sortir alignés. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place dès demain dans vos équipes, peu importe les membres de votre équipe, pour vous dire s'il y a tel ou tel souci, on fait cet atelier-là et ça devrait aller mieux. Premier outil qu'on voulait vous présenter, c'est la matrice des attendus. Alors, cet élément-là, cet atelier-là, vous pouvez l'utiliser dans plusieurs cas. Par exemple, si vous venez de lancer un projet ou vous venez de créer une équipe, ça vient d'arriver, vous ne savez pas trop comment vous organiser, ça peut être un bon outil pour le faire. Si vous n'êtes pas d'accord sur le fonctionnement de l'équipe, si parfois vous avez l'impression que vous faites plus que ce que vous devriez faire, ou que ça, ce n'est pas votre rôle, par exemple, ça peut être le bon moment. Si vous avez des difficultés à collaborer, si vous trouvez que ça marche pas bien avec quelqu'un, ou par exemple, il y a quelque chose qui n'est jamais fait, mais en fait, personne ne considère que c'est à lui de le faire, ça peut être le bon moment. Si vous avez l'impression d'évoluer en dehors de périmètre, je l'ai dit, ou si vous n'arrivez pas à trouver votre place dans l'équipe. Si par exemple, vous avez la sensation que vous ne savez pas comment apporter quelque chose en plus à l'équipe, ou que vous faites tous la même chose, vous marchez sur les pieds, vous ne savez pas trop où vous en êtes, ça peut être l'occasion. Quelle forme ça a? Pardon. Je reprends mon souffle. Alors, comment ça se montre? On va marquer sur une feuille, donc sur une matrice, toutes les personnes présentes au sein de l'équipe. Donc là, on vous a mis un exemple en mettant les intitulés de poste, où on va dire au sein de l'équipe, l'important c'est de réunir toutes les personnes qui vont toucher de manière directe votre équipe. Donc, le product manager, si vous avez des sponsors, mettre les sponsors, si vous avez un product designer, si vous avez dans votre équipe tous les développeurs, il faut les inclure, bien sûr, une case par une case. Si vous avez un data analyst, vous le mettez, etc., etc. On réunit le plus de personnes possible. Pourquoi? Parce que plus il va y avoir de monde, plus vous allez être sûr que vous allez être alignés entre vous, et ça va moins laisser l'espace à l'interprétation, ou par exemple le petit flou qu'il peut avoir où on se dit ça doit être cette personne-là qui la traite, mais si elle n'est pas là, c'est difficile, elle n'a pas son mot à dire. Donc, compliqué de lui imposer les choses. Et il y a 2 pans. Il y a une partie réflexion où vous allez réfléchir à ce que, par exemple, moi, en tant que product manager, qu'est-ce que j'attends du business partner? Qu'est-ce que j'attends du product designer? Qu'est-ce que j'attends du développeur? Qu'est-ce que j'attends de ce data analyst? Vous allez faire pour toute votre ligne. Et à l'inverse, vous allez aussi dire ce que vous apportez à cette personne-là. L'objectif, c'est que chaque personne fasse ce travail-là et qu'à la fin, vous arriviez justement à être d'accord pour dire « Ok, effectivement, moi, en tant que data analyst, j'ai besoin d'avoir tel et tel élément de ta part. » Ou justement, j'ai besoin de te fournir tel et tel élément pour que toi, tu puisses avancer. Et là, vous avez un livrable clair de ce que chacun attend de l'autre et normalement, vous avez mis à plat les zones de flou que vous allez pouvoir rencontrer. Et on aime bien cet outil, nous. Ouais. Parce que chacun repart avec sa petite liste de qu'est-ce qu'il apporte à qui et qu'est-ce qu'il attend des autres. Autre outil
qu'on aime bien aussi et qui est issu du management 3.0, c'est le delegation poker. Donc, il est utilisé quand vous venez de lancer un projet, quand les responsabilités dans un projet changent, dans un produit, dans une équipe, pardon, je ne sais plus ce que je dis. Dans une équipe, en fait, quand les responsabilités changent, ou quelqu'un change, va partir, ou etc., c'est important de se redire qui fait quoi, effectivement, mais peut-être de déléguer des choses. Ça peut être aussi quand vous avez des freins dans la collaboration entre plusieurs personnes, ou pour que votre équipe soit plus autonome. Donc, c'est souvent un outil qui est utilisé dans tout ce qui est autonomie des équipes, pour justement les rendre plus autonomes. L'exemple, hop. Donc, le delegation poker, donc c'est un jeu de cartes. L'objectif, c'est de travailler ça en équipe, d'accord? Et la personne qui va déléguer des rôles va lister finalement toutes les tâches qu'elle est en train de réaliser. Et l'équipe, en fait, va décider le niveau de délégation. Donc, déléguer totalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je laisse la tâche à quelqu'un et je ne m'en occupe pas. C'est-à-dire que je ne veux même pas un feedback sur ce qui se passe sur cette tâche-là. D'accord? Sur cette activité-là. Donc ça, c'est de la délégation totale. La délégation, vraiment le niveau le plus bas, c'est je délègue, mais en fait, on me fait quand même un rapport de tout ce qui se passe, quoi. D'accord? Donc, c'est à l'équipe pour chacune des tâches, de définir le niveau de délégation. Est-ce qu'on laisse la totale responsabilité donc à la personne qui veut déléguer cette tâche parce que personne ne se sent capable de la prendre en charge, ou est-ce que plutôt on va se dire ah bah oui, moi je suis plutôt volontaire pour prendre cette charge et cette tâche, et voilà le niveau de délégation finalement, c'est un accord finalement entre la personne qui délègue une tâche et la personne qui va pouvoir la réaliser. Donc c'est un outil qui est super intéressant parce que parfois dans une équipe vous avez des rôles, enfin du travail qui n'est pas forcément toujours bien réparti. Et du coup, ça permet par exemple à PO qui est totalement submergé, et puis un PM, vous vous dites mais à quoi il sert? Et bien là, c'est peut-être un exercice qui peut être intéressant justement pour se répartir finalement les responsabilités sur certaines tâches. Et puis, ça permet aussi de donner à l'équipe de la visibilité sur qui est responsable, en fait, finalement, de cette tâche-là, et à qui il faut reporter des choses. Dernier outil dont on voulait vous parler, parce que c'est un des outils qui est le plus utilisé, au final, dans les équipes. Oui. Ouais. C'est le RACI. Donc, là aussi, vous allez retrouver des similitudes en termes de contexte. C'est-à-dire que ça va être si vous avez des difficultés à déléguer. Pareil, vous avez souvent des retours de « mais j'ai pas été mis dans la boucle » ou « mais ça, je devais valider, j'ai pas eu la validation » ou bah, « tant que j'ai pas la validation, je fais rien », par exemple. Si vous avez des difficultés à trouver les bons interlocuteurs. Parfois, il y a des sujets qui arrivent et bah, ça, est-ce que c'est à l'équipe QA de regarder? Est-ce que je dois en parler au PO? Est-ce que je dois en parler à un DevOps, à un archi? Je sais pas. Bah là, ça peut être le bon moment de se dire « Ok, bah cette personne-là, elle doit être au courant de telle manière. » De manière générale, quand vous venez de lancer un nouveau projet, vous venez de lancer une nouvelle équipe, ou vous accueillez quelqu'un dans votre équipe, c'est toujours bon de refaire cet exercice-là, au moins pour la personne qui arrive, comme ça, elle a connaissance de tout ce qui se passe, et c'est un bon rappel pour les personnes qui sont dans l'équipe. Ou effectivement, si vous avez des problèmes d'alignement entre les rôles, donc là aussi, on peut avoir parfois des soucis, comme on a vu, on ne sait pas trop si c'est le PO, le PM, le product designer qui fait ça. Bah là, au moins, vous repartez là aussi avec un livrable très clair de qui fait quoi et à quel niveau. À quoi ça ressemble? Vous allez lister l'ensemble, là aussi, des tâches qui peuvent être effectuées par l'équipe ou qui peuvent être effectuées lors d'un projet ou autre, ça dépend dans quel contexte vous vous trouvez. Et vous allez essayer de définir pour chacun des rôles présents leur niveau de responsabilité. Donc, est-ce que, par exemple,
telle personne est responsable de le faire, donc c'est à elle de le faire, de s'occuper, de vérifier qu'elle avance. Est-ce qu'elle est approbateur, donc elle doit juste donner son go, mais elle délègue la réalisation. Est-ce que la personne doit seulement être consultée, donc elle peut donner son avis. Typiquement, ça peut être intéressant de consulter l'équipe juridique quand vous travaillez sur une fonctionnalité légale, par exemple, ou l'équipe financière si vous voulez souscrire à une nouvelle licence, un nouvel outil, par exemple. Ou alors, si la personne doit simplement être informée, par exemple. Elle n'a pas forcément de pouvoir décisionnel sur la chose, mais c'est important que la communication soit faite. Par exemple, vous travaillez avec une autre équipe, ça peut être intéressant de leur dire « Attention, là, sur ce sprint, on va travailler sur telle chose. Donc, pour info, si vous voyez des choses passer, c'est nous. » Bon, bah, elles n'ont pas besoin d'intervenir particulièrement, mais au moins, elles sont informées de ce que vous faites. Et donc ça, vous allez pouvoir le faire sur, pareil, l'ensemble des activités de l'équipe ou du projet, et ça va vous donner quelque chose de très clair pour dire « Ok, bah, si je travaille sur tel élément, je sais que je dois avoir le go de cette personne en particulier, ou je sais que je dois informer telle personne. » Et là aussi, normalement, vous ressortez avec quelque chose où ça laisse peu de place à l'interprétation. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber avant de passer à la suite, c'est de faire cet exercice et de le laisser dans le placard. Donc voilà. Utilisez finalement l'outil qui va le mieux convenir à votre équipe, qui va vous permettre à chaque membre d'équipe de repartir avec quelque chose. Ça dépend des équipes, hein. Il y en a pour lesquelles le RACI, ça va être plus simple. D'autres, matrice des attendus. Puis ça dépend, comme on l'a dit, du moment du moment de vie, en fait, finalement, de l'équipe et du produit. Donc voilà, pour conclure, on vous a dit plein de choses au démarrage, plein de choses qu'on pense tous vraies. Et en fait, finalement, la conclusion, c'est écoutez vos équipes. Chaque équipe, en fait, est unique. Donc, que ce soit dans les outils que vous allez utiliser pour bien définir les rôles et responsabilités de chacun, ou dans la répartition des tâches de chacun, écoutez votre équipe, faites-le vraiment comme vous le sentez, et n'oubliez pas que vous travaillez avec des individus et pas avec des fiches de poste. Je pense que vraiment c'est ça, et définissez vraiment un cap, vraiment avoir une vision et faire en sorte que tout le monde soit aligné sur cette vision. Ça va vraiment aider vos équipes à aller dans le bon sens et aller dans la même direction surtout. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Et on a encore 2 minutes pour des questions si vous en avez. Oui. Donc les outils permettent de régler un problème, c'est ça? Plusieurs. Il y a plusieurs outils. Ouais, il y a plusieurs cas de figure qui sont listés. Annoncer qu'on va adresser tel problème avec. Alors, c'est mieux. C'est mieux parce que les personnes vont savoir pourquoi, en fait, on fait cet exercice-là, d'accord? Les membres de l'équipe, pourquoi on le fait. Pour régler, est-ce que c'est un problème de manque de collaboration, donc on ne se comprend plus, de quelqu'un est parti, il faut qu'on se réorganise. Donc, poser le cadre, c'est toujours important pour savoir finalement chacun comprenne l'objectif de l'exercice et surtout avec quoi il va repartir de cet exercice-là, ok, de cet atelier. Et c'est aussi d'autant plus important que ça, c'est des ateliers qui peuvent durer 5 heures, 6 heures si on ne met pas de cadre. Donc, si on ne définit pas avant qu'on veut traiter telle problématique, vous risquez de passer des heures et des heures parce que détailler l'ensemble des éléments à réaliser, par exemple, d'un projet ou l'ensemble des éléments traités par une équipe, ça peut être très, très long. Alors, il peut y avoir plusieurs triggers. Soit c'est la question. la question, c'était comment on définit quel est le bon moment pour lancer ce type d'exercice.
plusieurs éléments. Ça peut être par exemple à la suite d'une rétrospective. Vous voyez qu'il y a eu un retour, il y a un mal-être de l'équipe, où il y a eu des réflexions ou autres, comme quoi il y a une personne qui ne se sent pas à sa place, qui a l'impression qu'elle sort de son périmètre. Ça peut être le bon moment de proposer ce genre d'exercice. Ça peut être quand quelqu'un arrive, vous proposez juste en disant il y a une nouvelle personne qui vient d'arriver. Ça paraît important que pour que cette personne se sente le mieux possible dans l'équipe et qu'elle trouve sa place, est-ce que ça vous dit de reprendre l'exercice qui a déjà été fait? Ou alors ça peut être parce que vous avez une nouvelle fonctionnalité et que vous vous dites vu les dernières fonctionnalités, les dernières règles qu'on a fait, ça s'est pas forcément très bien passé. Est-ce que ça vous tente qu'on fasse une nouvelle approche? Voilà. Il peut y avoir plein de moments qui peuvent justifier de faire ça. C'est un peu à voir avec l'équipe ce qu'elle a envie. Parfois, juste une discussion, ça suffit. Le plus important, c'est de sortir avec un livrable. Après, Alors moi, je pense à un cas en particulier. Certains membres de l'équipe qui disent j'ai déjà posé 3 fois la question, à chaque fois j'ai pas de réponse ou je sais plus à qui demander et du coup je demande plus rien et puis la personne reste voilà, les problèmes s'accumulent, personne le voit jusqu'au jour où tout pète. Donc ça c'est un cas de figure qu'on peut retrouver assez souvent aussi et là c'est vraiment la sonnette d'alarme pour dire ça veut dire qu'en fait cette personne-là elle sait pas à qui poser les questions en fait par rapport à tel sujet ou à tel sujet. On n'a plus le temps de prendre d'autres questions mais on reste disponible dehors si vous avez d'autres questions. Merci à tous.